Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on quitte un peu l'univers du gaming et on revient sur le jeu de société avec un nouveau jeu talk où je vais vous parler de Dungeonology, l'expédition. Allez, c'est parti. Dungeonology, l'expédition, un jeu édité par Ludus Manus Studio et distribué par Don't Panic Games en version française. C'est un jeu de Diego Fonseca et Danilo Guti, comme ce qui est écrit ici. C'est de 2 à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent à peu près les 45 minutes et c'est un jeu de type Eurogame Dungeon Crawler. Que doit-on faire finalement dans Dungeonology, l'expédition? Eh bien, vous allez jouer un des doctorants italiens d'une prestigieuse université qui va devoir errer dans un donjon pour essayer de récolter le maximum de connaissances, de reconnaissance pour rétablir des données et remettre sa thèse. Bien évidemment, les autres doctorants à côté vont vous faire des coups de Trafalgar, de subterfuge pour essayer de vous évincer puisque le premier qui remettra sa thèse gagnera un certain point de manière très significative sur les points de victoire. Et le jeu étant basé là-dessus, celui qui accumule le plus de points de victoire aura gagné tout bonnement la partie. Allez, sans plus attendre, on se fait un petit focus sur Dungeonology, l'expédition. Allez, on passe maintenant en revue comment se joue ce Dungeonology. Dans ce jeu, vous allez au préalable prendre l'un des doctorants pour constituer votre personnage. Un doctorant, on se focalise un peu sur le petit tableau de bord. Vous allez avoir la fiche du personnage ici, donc il s'agit de Sophia, la racaille. Vous allez avoir bien évidemment un accompagnement de plusieurs caractéristiques. La première caractéristique étant les étudiants qui l'accompagnent, donc on en a 2 qui se trouvent ici. La deuxième caractéristique, c'est le nombre de cartes totales que vous allez avoir dans votre main avant de défausser, donc 5. Le déplacement de 4, le nombre d'études que vous allez pouvoir faire, donc récupérer des cubes, donc 2. Le nombre de points sonnés que vous allez avoir, donc ça représente un peu la santé, le système de sonner, puisque vous allez prendre en fait à chaque fois des jetons quand vous allez être sonné. Et si vous dépassez, ou si vous égalez bien évidemment ce 3 d'ici, vous allez devoir vous reposer. Et à côté de ça, on a une combinaison de savoir. La combinaison, donc la combo de savoir, vous permet de récupérer un petit token ici quand vous allez avoir 2 cubes bleus et un cube violet pour pouvoir voir ensuite qui sévit dans ce donjon, à savoir les adorateurs du sang, qui vous donnent plusieurs choses, à savoir le nombre de points à égaler ou dépasser pour pouvoir réussir sa thèse, et vous allez avoir des modificateurs, donc plus 2 pour les cubes rouges, moins 1 pour les cubes par exemple bleus, et plus 1 pour les cubes trésor jaune. Donc en ayant toutes ces informations, qui est normalement face cachée, vous ne pouvez pas l'avoir, vous serez en mesure d'optimiser un peu votre jeu pour être le premier à rendre sa thèse, puisque je le rappelle, c'est un jeu course au point de victoire. Celui qui remet sa thèse en premier a quand même le plus de chances de gagner la partie. Comment se joue du coup un jeu? Une fois qu'on a fait son petit setup, nous commençons à chaque fois dans cette petite zone qui est une sorte de carrousel, de vanne. C'est un peu votre temple de départ où vous allez résoudre votre phase de tour. On commence avec la toute première phase qui est la phase de soumission de thèse. Bien évidemment, si vous allez avoir des cubes, etc. et que vous voulez soumettre une thèse, vous revenez directement dans votre zone de départ, vous soumettez votre thèse. Vous essayez de faire un test de discrétion avec le petit schéma des adorateurs du sang ici dans l'exemple. Si vous égalez, etc., vous sortez du jeu, vous réussissez. Sinon, c'est un échec et il arrive ce qui arrive ensuite. Vous avez la deuxième phase qui est la phase de repos. Alors durant cette phase de repos, vous allez pouvoir vous défausser de tous les jetons sonnés, donc potentiellement reprendre votre vigueur. Vous allez défausser des cartes ruses qui sont ces cartes-ci que vous allez avoir à côté, qui vous permettront de jouer des subterfuges, des actions de ruse, des actions de divination pour augmenter votre test de discrétion. On va voir ça bien en détail par la suite. Mais ça va vous permettre quand même de revigorer votre personnage. Arrive ensuite la phase de mouvement. Alors la phase de mouvement est très simple. Vous allez choisir en fait une direction et vous allez dire que tiens, je vais aller par exemple au sud et vous allez prendre tout de suite une tuile. La tuile va vous donner, si on se focalise un peu là-dessus, la tuile va vous donner plusieurs indicateurs. Ici, nous allons avoir le test d'alarme de discrétion en fait qu'il va falloir faire pour justement récupérer les cubes. À savoir que vous récupérez toujours le premier cube à gauche et ensuite vous allez sur la droite.
Il est totalement possible, alors bien évidemment, hein, quand on place cette tuile, il faut qu'il y ait une zone connexe, donc c'est-à-dire là il y a une entrée ici, on peut la faire comme ça, il faut toujours que ça soit dans le nord. Donc je ne peux pas faire ça, hein, c'est pas possible, c'est toujours comme ceci. Bien évidemment, je peux mettre là, mais là pour l'exemple, ça nous facilite de mettre ici. Je vais mettre tout de suite les cubes, donc là apparaît un cube vert, un cube rouge, ainsi qu'un cube bleu. Et je mets mon personnage ici, hop, tout de suite. Alors je peux potentiellement encore, s'il n'y a pas d'effet de jeu ou des cartes russes qui me disent d'arrêter mon déplacement, je peux encore explorer, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va dire que je m'arrête, hein, que mon tour se finit là-dessus. On arrive ensuite à la phase d'action. La phase d'action vous permet de faire une action parmi celles que je vais vous citer. Il y a tout bonnement l'étude. L'étude, ça va vous permettre, et c'est l'action principale que vous allez faire grosso modo à chaque fois dans le jeu, ça va être de récupérer bien des cubes. Vous pouvez récupérer un maximum de cubes qui est listé sur votre type de personnage, à savoir qu'ici je peux en récupérer jusqu'à 2 avec Sophia la racaille, mais à côté de ça, vous avez des personnages qui peuvent en récupérer 3, d'autres 1, etc. Plus vous allez récupérer de cubes dans un même test de discrétion, et plus vous allez avoir des malus. C'est-à-dire que le 3 ici, si vous récupérez 2 cubes et non pas 1, ça va être plus 1. Donc on passe de 3, eh bien vous l'avez compris, à 4. Si vous récupérez l'ensemble des 3, c'est plus 3. Donc de 3, on passe à 6. Et si vous êtes un peu tortionnaire, vous voulez récupérer jusqu'à 5 cubes, c'est plus 10. Donc vous voyez que là, c'est un peu plus compliqué. L'étude nous permet de récupérer du coup un cube. On va dire qu'on va essayer de récupérer ce cube vert. Et quand vous allez initialiser un test de discrétion pour pouvoir justement égaler ou alors être supérieur au test d'alarme, eh bien vous allez avoir des petites cartes ici. Les cartes peuvent être jouées de 3 manières différentes. Soit vous la jouez lors du test de discrétion et vous allez prendre à chaque fois eh bien, le symbole en haut ou ici le symbole dans les cartes de divination qui est la valeur. Donc vous pouvez jouer un nombre incalculable, c'est-à-dire un 3, un 2 ainsi qu'un 1 pour justement faire un 6. Vous allez voir qu'il y a un intérêt à jouer plusieurs cartes. Ou vous pouvez jouer, ça c'est une action que vous pouvez faire en plus, c'est-à-dire des effets de cartes, sans jouer bien évidemment des études, etc. Pour jouer le principal qui se trouve ici, donc le texte, si vous faites un test de discrétion par exemple, le test de discrétion ici est un succès, il va falloir tuer par contre 2 de vos étudiants, et oui il y a du sacrifice dans ce jeu, mais surtout prendre un jeton sonné, mais par contre le test de discrétion est un succès automatiquement. Donc là vous voyez que c'est plutôt pas mal. Donc vous allez essayer de jouer ça, on va dire qu'on va jouer ces 3 cartes là directement, et on va les défausser ici. Que se passe-t-il là-dessus quand vous avez initialisé, vous avez fini de jouer par exemple vos cartes? Eh bien, autour de la table, il y a un joueur ou plus qui vont pouvoir jouer ce qu'on appelle des subterfuges, qui sont des cartes comme celle-ci, qui vont vous permettre, et qui vont surtout lui permettre, eh bien, d'augmenter l'alarme, c'est-à-dire de plus 3. C'est-à-dire que si là vous jouez un 3, vous égalez, tout va bien. Lui arrive ici à côté, il se dit hop, 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 eh bien je joue un plus 3, ça fait finalement un 6 et c'est plus 3. Là, vous avez encore un autre joueur qui peut surenchérir, etc. Donc, tout le monde peut jouer jusqu'à une carte. Et à côté de ça, vous avez une dernière fenêtre où vous pouvez dire, OK, par rapport à tout ce que vous avez joué, ben moi, je joue une autre carte qui me permet justement eh bien, d'égaler ou d'augmenter un peu plus ma discrétion. Une fois que tout ceci a été fait, eh bien, vous regardez grosso modo ce qui se passe. S'il y a des effets négatifs, par exemple de tirer des pions étudiants, eh bien, vous avez un sac ici qui est l'université en fait. L'université va vous permettre de récupérer en fait des jetons qui sont là, des étudiants, sur le feu de camp. Donc on les positionne comme ça quand vous devez tirer des étudiants. Par contre, à l'intérieur, il y a toujours eh bien, des salopards qui sont les étudiants de l'université d'Oméga, qui sont là uniquement pour vous accorder de la poisse. Dès qu'il y a un universitaire ici d'Oméga, eh bien on remet tout ça dans le sac, hop hop hop, ça vient tout de suite ici. Et là, vous voyez que ça augmente déjà pour tous les tests de discrétion de plus 1. Donc on va remettre à chaque fois ici 3 par joueur, on va les remettre dans le sac. On va mettre un jeton encore Oméga à l'intérieur et on va le laisser ici. Donc attention, parce qu'au fur et à mesure que vous allez piocher, forcément, celui-ci va arriver. Et si le dernier arrive bien évidemment jusqu'à la fin, on récupère la carte de ruse qui est ici. Une carte de ruse, pardon, une carte plus précisément de crise, d'alarme, qui va être synonyme quand même de fin de partie, puisque là, ça va booster un peu déjà la discrétion, ça va rendre le jeu un peu plus complexe, etc. Une alarme qui arrive à son maximal, à son apogée, forcément, ça va être compliqué. À côté de ça, vous pouvez le faire aussi, quand un des joueurs va réussir sa thèse, hop, vous mettez tout de suite la zone alarme directement. Ça, c'est une action que vous pouvez faire. Vous pouvez espionner.
Alors, espionner, c'est voler en fait sur des caractéristiques des autres. C'est-à-dire que là, pour Sophia, si je veux voler un cube qui est ici vert, admettons qu'elle avait par exemple un cube, donc on met là, les cubes vont vous permettre, eh bien, au fur et à mesure d'augmenter vos statistiques, mais surtout d'arriver à des petites étoiles qui vont permettre justement de faire votre thèse, puisque pour réussir une thèse, vous ne pouvez pas la faire comme ça à tire-larigot, il faut au minimum 2 étoiles pour réussir sa thèse. Les petites flèches vont vous permettre eh bien, d'avoir des +1 en discrétion, donc ça c'est pas négligeable. Bien évidemment, si vous perdez directement un cube, vous perdez votre étoile, ou alors vous perdez bien évidemment les symboles, il faudra tout refaire. Donc c'est pour ça que c'est un jeu quand même de Trafalgar. L'espionnage, c'est pareil, vous reprenez et puis le symbole d'où vous voulez voler un cube, 2, 3, 4, 5, 6, et puis vous faites votre test de discrétion avec le même arborescence que je vous ai montré tout à l'heure. On peut jouer une carte ruse, que je vous ai montré tout à l'heure, qui vous permet eh bien, de jouer l'effet principal, ou alors eh bien, il y a des effets de zone qui permettent de faire des phases d'action. Donc il y a des effets de zone sur les tuiles qui vous permettent de faire des actions eh bien, supplémentaires. Une fois que vous avez fait tout ceci, eh bien, vous passez à la phase de fin de tour, qui vous permet de faire plein de choses en fin de tour. Donc là, vous avez eh bien, la phase d'un tour de jeu. On peut étudier, espionner, on a un succès, un échec. À chaque fois qu'il y a un échec, vous êtes dans l'obligation de piocher un étudiant dans le sac de l'université. Et je vous l'ai dit, quand vous allez piocher des universitaires Oméga, donc là, ça va vous raccourcir votre temps de jeu, etc. Et c'est vrai que ça devient très compliqué. Les cartes avec des petits éclairs comme ça, donc ça c'est pour des effets de jeu, permettent d'être jouées n'importe quand, il n'y a pas de souci là-dessus. Et les cartes qui vous permettent de jouer des divinations, il y a toujours des petites bulles, etc. Donc vous l'avez compris, c'est un jeu qui est très très simple. Donc hop, on prend des carrés, on essaye de faire des coups de Trafalgar aux autres. On essaye bien évidemment de venir et de prendre les cubes des autres pour essayer de leur retirer des étoiles. Et bien évidemment, ça ne serait pas un coup de Trafalgar s'il n'y avait pas un bonus pour ceux qui sont en manque de points d'étoiles. Effectivement, dès lors qu'une personne va avoir un doctorant autour de la table va avoir plus d'étoiles que vous, c'est-à-dire que s'il passe de 0 à 1 et que tout le monde autour de la table a 0, vous retournez tout de suite votre personnage sous la face enragé, parce qu'il est un peu bien dégoûté, et là on a totalement d'autres statistiques. Bien évidemment, dès que vous égalez l'étoile, vous revenez en normal, puisque là il a fini son enragement, il est content, il a récupéré aussi des étoiles. Et vous faites tout ceci jusqu'à la fin de partie arrive. Alors la fin de partie arrive dès qu'il n'y a quand même plus de cubes et que vous ne pouvez plus en mettre sur les zones de jeu, donc là on pousse la chose au maximal et dès que vous pouvez plus, hop, c'est parti, c'est une fin de partie. Vous avez la fin de partie qui arrive aussi dès qu'un doctorant a émis directement une thèse. Là, vous passez directement en zone alarme maximale et vous allez voir que synonyme de fin de partie arrive aussi quelques tours après, puisque le premier va prendre 10 points supplémentaires, le deuxième qui remet sa thèse 7, le troisième 5 et le dernier 3 points. Donc vous voyez, il ne faut pas être dernier à ce jeu. Une fois que vous avez fait tout ceci, on compte avec tous les bonus et les malus les points. Et celui qui a le plus de points de victoire autour de la table est déclaré le plus grand doctorant de l'Italie. Voilà, vous avez vu grosso modo comment se joue ce Dungeonology. Nous allons passer maintenant aux points positifs ainsi que les points négatifs. Alors, premier point négatif ici qu'on pourrait avoir, c'est le côté alliance de toutes les personnes qui vont essayer de vous bloquer s'il y a une alliance autour de la table. Effectivement, tous les jeux comme ça, subterfuges, qui vous permettent de faire des coups de crasse, un peu des coups de piouc, vous permettre, grosso modo, de vous en prendre plein la gueule. Ici, celui-ci ne déroge pas à la règle, puisque si vous avez vraiment une grosse meute contre vous autour de la table, le jeu deviendra très dur pour vous. Un autre point négatif ici dans le jeu, c'est le fait de n'avoir qu'un seul boss, malheureusement, dans ce corset. Effectivement, les extensions devraient arriver avec différents autres boss et différents héros, et le corset, malheureusement, est assez léger. On a effectivement que 4 héros à l'intérieur, on a un seul boss, on a 3 variantes de bestiaires à l'intérieur qui sont vraiment les points de victoire qui vont différer. Ça reste très léger quand même, mais c'est un peu dommage. Et dernier point négatif du jeu qu'on peut retrouver à l'intérieur, alors ça c'est un peu sur tous les jeux qui proposent le hasard, ça va être le tirage de vos tuiles, il peut vite popper le boss. Vous pouvez très bien à chaque fois prendre l'étudiant Oméga qui va vous raccourcir vos parties. Mais bon, malheureusement ça c'est propre au hasard dans tous les jeux de hasard. Allez, maintenant on passe aux points reluisants, les points positifs. Premier point positif que j'ai pu trouver ici, c'est la mise en place qui est très rapide et l'explication de règles qui se fait de manière très simple, très fluide, avec un livret de règles, encore une fois ici, qui peut paraître volumineux comme ça puisqu'il fait une vingtaine de pages, mais on a beaucoup d'exemples, on a beaucoup de situations, et puis on a plein d'encadrés avec des photos, etc., qui nous permettent vraiment de rentrer dans le jeu
et de comprendre assez facilement les règles de ce Dungeonology. Ce titre propose aussi un gameplay qui est très rythmé, qui est très frénétique, qui est très plaisant, mais qui n'en demeure pas moins stratégique. Effectivement, on a une sorte de hand management, qui est un peu la gestion de main en français, et qui vous permet d'une partie sur l'autre, d'une partie d'un tour sur l'autre plus précisément, d'anticiper un peu vos actions. Est-ce que vous voulez avoir plus de discrétion pour la fois prochaine et du coup temporiser un tout petit peu? Est-ce que vous voulez rythmer votre personnage pour justement influer sur la discrétion des autres et les pourrir au maximum? Ou est-ce que vous voulez attendre le bon ou la bonne opportunité pour essayer de voler comme ça le cube d'un de vos voisins? Et à tout ceci, vient s'harmoniser un formidable matériel autour de la table. Les figurines sont de très bonne facture, les plateaux de jeu aussi. Bien que moi j'ai eu des plateaux de jeu au bout d'un moment qui gondolaient. Alors j'ai toujours ce même problème, je pense, c'est le temps de séchage ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas le seul jeu, mais celui-ci gondolait un tout petit peu. Mais bon, vous passez ça sur une nuit avec plein de jeux, ça va s'aplatir. Et puis vous avez surtout un formidable thermoformage qui vous permet de ranger l'ensemble des choses où ça va, et il y a un emplacement très précis, et ça c'est très louable, et on est très content quand on a ce genre de thermoformage dans un jeu pour ranger nos pions et nos cartes à notre effigie. Alors que faut-il penser de ce Dungeonology? Alors, si vous aimez les jeux Eurogame, si vous aimez les coups de Trafalgar, si vous aimez vous faire des coups de fourberie comme ça autour de la table, vous allez indéniablement aimer ce Dungeonology. Alors il propose un tout petit système qui est de dungeon crawler. On n'est plus sur l'aspect porte monstre trésor, on est plus sur l'aspect d'un donjon, puisque comme je vous l'ai montré sur la vidéo, on va avoir 3 types de decks de tuiles pour le donjon. Le deck numéro 1, on commence toujours par celui-ci. Une fois que vous allez trouver une porte ou un étage inférieur ou des escaliers, vous allez pouvoir piocher dans la deuxième pioche. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la troisième. Plus vous allez descendre, plus ça sera compliqué en termes de discrétion, mais meilleurs seront les loots que vous allez pouvoir faire à l'intérieur. Donc il y a tout un aspect de dungeon crawler finalement, mais vous n'avez pas le bestiaire à côté et vous n'avez pas ce système de combat, etc. Le seul combat qu'on va avoir entre guillemets dans ce jeu, ça va être vraiment l'aspect coup de crasse, tricherie de par les autres adversaires qui vont essayer de vous ralentir bien évidemment dans votre quête. Et c'est assez équilibré et très rythmé pour la simple et bonne raison que dès lors qu'une personne va avoir une étoile, donc vous voyez il y a une petite course à essayer d'avoir le plus d'informations avec des cubes d'informations, mais à côté de ça, vous allez enrager l'ensemble des personnes qui n'ont pas assez d'étoiles comme vous, et du coup qui vont avoir un système un peu plus punchy et plus bumpé. Moi j'ai vraiment aimé ce côté-là où vous n'allez pas être défavorisé par rapport à une personne qui a fait un super combo et qui a pris 3 cubes d'un coup et qui a eu sa première étoile par exemple d'un coup. Là vous avez le revers de la médaille en disant ok, je n'ai rien eu à ce tour-ci, mais je suis enragé et du coup contrairement à toi je vais pouvoir faire plein de choses à côté. Vous allez pouvoir peut-être lui voler des cubes très facilement, il va perdre son étoile, il va perdre ses bonus. Donc il y a plein de choses à faire à l'intérieur, c'est vraiment rythmé, c'est très sympa. Autour de la table ça marche bien. La petite réserve que j'ai moi là-dessus, c'est qu'à 2 joueurs, ça tourne un peu comme ça en cirque parce que mine de rien vous allez voler la même personne. Il n'y a pas tellement d'intérêt quand vous allez jouer des subterfuges parce que mettre un coup de crasse à une personne c'est toujours la même. Du coup vous anticipez un tout petit peu plus. Par contre à 3 et 4 joueurs, là on sent quand même un peu la tension. C'est les mystères de l'Ouest autour de la table. On essaye de regarder lui il va faire un coup de crasse ou on va essayer de passer des alliances. Si tu me laisses tranquille au prochain tour, je te laisse tranquille aussi, je ne fais rien. Ça c'est très sympa et je pense que à 3 et 4 joueurs, c'est assez sympa. Il y a une variante qui devrait sortir avec une extension solo coop. Alors je n'ai pas testé celle-ci et je vous avouerai que je ne sais pas et je suis curieux de savoir ce que ça pourrait apporter à ce jeu en l'état. Et vous allez surtout avoir un pack de héros supplémentaires, de doctorants plus précisément supplémentaires, qui vous permettent de pousser l'expérience à 5-6. Alors est-ce que finalement ça ne le rendrait pas trop lent ? Je ne sais pas trop, je ne pense pas, vu vraiment comment est rythmé les tours de jeu, ça s'enchaîne assez facilement, et je pense qu'à 5-6 joueurs, il y a moyen que ce soit bien costaud, et les coups de crasse à côté soient un peu plus nombreux. Voilà, c'était ma review sur Dungeonology, l'expédition, je le rappelle, Don't Panic Games, c'est bien à la VF, un jeu de Ludus Manu Studio édité, et surtout de Diego Fonseca et de Danilo Guti, puisqu'on me reproche à chaque fois, à juste titre, de ne pas citer les auteurs, et c'est hyper important, j'ai tendance à l'oublier comme toute bonne chose qui se respecte en ce monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez
eh bien, plus d'options de jeu, je ne sais pas s'il y a peut-être des choses que vous voulez savoir en plus sur Dungeonology, n'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques. Bien évidemment, il n'y a aucun problème là-dessus. On continuera la conversation sur les commentaires. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, des bisous partout, ciao ciao.